Et l'IA dans tout ça, est-ce que c'est intervenu dans le process ou pas du tout? Dans la création du référentiel, oui, et heureusement, parce que sinon c'est impossible de gérer un tel volume de data. Dans une expérience passée, j'ai eu à administrer un référentiel compétences et c'était pratiquement un job à temps plein. Et encore, on n'était pas au rendez-vous parce que, on va dire, la qualité de ce référentiel dans un environnement qui est ultra mouvant, dont les compétences se périment très vite, en fait, on n'y était pas. Il fallait multiplier les interviews. On avait connaissance à la RH des compétences après qu'elles soient intéressantes par le business. Donc l'IA aide réellement à updater et à mettre à jour son référentiel beaucoup plus souvent et à le construire au début. Et ça, c'est presque indispensable si on vise une démarche compétence, multiple usage qui s'adresse à tout le monde. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Mais derrière le bruit, se passe-t-il vraiment grand-chose ? Ici, on déconstruit, on analyse, on partage les retours d'expérience des pionniers. Que vous soyez dirigeant, manager, RH ou juste curieux, le podcast Besoin de rien, envie d'IA est fait pour vous. Vous y découvrirez ce que l'IA transforme déjà, vos organisations et votre rapport au travail. Ce podcast est sponsorisé par 365 Talents, solution d'IA qui cartographie les compétences des grandes entreprises. Elle permet aux experts RH de piloter leur stratégie talent, d'anticiper l'avenir et de se transformer via une approche centrée sur les compétences. Besoin de rien, envie d'IA est présenté par Lomna Kaleja, ex-DRH devenue exploratrice de l'IA pour les organisations. Elle accompagne dirigeants et RH à transformer leurs pratiques via son offre de conseils, de formation et de conférences. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le 8e épisode de la saison 2 de Besoin de rien, envie d'IA. Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Janingro. Mathieu, tu es directeur des parcours professionnels et de la mobilité interne chez Mobilité Interne Group chez Orange. Ça claque quand même, on va y revenir. Donc aujourd'hui on a décidé de vous emmener dans les coulisses du projet Compétences chez Orange qui est mené par Mathieu et vous allez voir que mener un projet Compétences sur une organisation aussi énorme qu'Orange, 120 000 collaborateurs je crois. Un peu plus, oui. C'est un peu plus, on n'est pas loin. Et donc vous allez voir comment on s'y prend, pourquoi on le fait, surtout quels sont les écueils. Quels sont les piliers, les choses à faire, les choses à pas faire. Vous allez voir, c'est un épisode qui va être passionnant. Bien évidemment, avant de commencer et de donner la parole à Mathieu, je vous invite à prendre quelques petites secondes pour aller vous abonner, pour commenter, pour partager, pour liker les épisodes, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. L'idée, c'est que vous puissiez faire connaître le podcast. Voilà, merci à toutes et à tous. Et je reviens vers toi, Mathieu. Je suis ravie de t'avoir. Ça fait des mois qu'on se court après. Nous y sommes. C'est vrai. Super. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh ben avec plaisir. Déjà, je suis ravi d'être avec toi, Lomna. Alors, Mathieu Janingro, je travaille chez Orange. Ça fait 13 ans que j'ai rejoint Orange. J'ai commencé mon expérience chez Orange en tant que recruteur. Depuis, diverses fonctions, toujours autour des parcours, de la mobilité, de la formation et des compétences. Récemment, il y a 3 ans, j'ai pris le poste de directeur parcours professionnel et mobilité interne pour le groupe. Et il y a 2 ans, j'ai lancé un programme dédié aux compétences dont on va parler ensemble. Génial. L'IA, on le sait, ça touche tous les pans de notre organisation, mais ça touche surtout les métiers et les compétences. Et le sujet compétences est un sujet dont la fonction RH ne peut plus faire l'économie. Ça pousse par le business, ça pousse par les collaborateurs. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet ? Quelle a été la genèse ? Est-ce que c'est une question de vision ? Est-ce que ce sont les enjeux business ? Voilà, raconte-nous un petit peu le début de ce projet. Avec plaisir. Alors peut-être avant de commencer, parce que chaque projet de ce type contextualisé est très important. Alors Orange, c'est l'un des principaux opérateurs de télécommunications au monde. En quelques chiffres, c'est plus de 120 000 salariés, c'est 340 millions de clients dans 26 pays. Et globalement, on est salué pour l'excellence de nos réseaux et la qualité de nos infrastructures numériques. Donc poser ça. Ensuite, comment ce type de sujet naît ? Alors, j'ai envie de dire, il y a 3 grands axes qui sont à la genèse de ce sujet. Le premier, c'est la stratégie. Alors, ça tombe bien, on a un tout nouveau plan stratégique qui s'appelle Trust the Future. Dans celui-ci, on a 3 grandes orientations business-métier autour de la proximité client, de l'excellence à grande échelle et de la croissance par l'innovation. Et au sein de ces 3 piliers, on a un pan dédié à la compétence qui est important
autour d'une approche centrée compétences dans nos actions, nos prises de décision, dans l'anticipation des compétences et aussi de grandes ambitions en termes de développement de compétences en continu pour soutenir nos transformations. Donc ça, c'est la genèse qui s'associe aussi d'un point de vue stratégie RH d'être, on va dire, plus proactif sur les compétences en matière de mobilité, en matière de formation. Ok. De ce que je comprends, le sujet est un sujet RH à la base, mais chez vous, il a été aussi beaucoup poussé par le business et la fonction RH a dû y aller parce qu'il y avait un besoin, bien évidemment, mais pour ne pas laisser des initiatives trop éparses prendre la place. Tu peux nous raconter ? Exactement. Donc, dans les piliers principaux de la genèse de ce projet, il y a la stratégie, mais il y a aussi deux autres éléments qui sont très structurants. Il y a une pression du business. Il y a 2 ans, une volonté de beaucoup de périmètres à l'international, notamment, suite aussi aux transformations qu'a apporté l'IA sur un certain nombre de nos technologies. Chez Orange, on a quand même des métiers qui sont très adhérents de l'IA, qui se retrouvent assez transformés par cette, on va dire, cette rupture technologique-là. Et le business avait la volonté de mieux cartographier les compétences détenues pour mieux former les salariés, et aussi soutenir nos enjeux clients, notamment. Et le troisième élément, c'est des inputs de nos salariés à travers nos baromètres et qui demandaient notamment une volonté de plus de perspectives internes, notamment de mobilité, mais aussi de formation. Donc, on va dire qu'au milieu d'input stratégie, business et orientation salariée, on a construit le projet. D'accord. L'idée, c'était que l'objectif, c'était aussi d'avoir une vision globale des compétences disponibles à l'instant T pour savoir où aller chercher en fonction des besoins du business, quand on avait des besoins en recrutement, quand il y avait des opportunités de mobilité, des choses comme ça. L'idée, c'était ça ? Exactement. Au tout début, moi, je porte le parcours et la mobilité au sein d'Orange. Donc, on avait un prisme très orienté recrutement. Comment mieux staffer nos projets, mais aussi nos postes en mobilité. Et sur certains postes, on n'a pas de candidature. Pourtant, c'est des postes importants vis-à-vis de nos ambitions. Donc, comment considérer aussi Orange comme un vivier assez important de collaborateurs, puis aussi comment, dans une entreprise qui fait plus de 120 000 salariés, on rend possible le fait de faire devenir Orange un vaste terrain de jeu en termes de perspectives de carrière. Puis, progressivement, on s'est rendu compte que ce cas d'usage autour de la mobilité, il était puissant, mais peut-être pas assez pour embarquer, fédérer tout le monde. Donc, on est venu structurer un certain nombre de cas d'usage opérationnels, notamment autour du développement de compétences. Donc, ce projet, il a pour ambition de répondre aux enjeux de recrutement, mobilité interne et formation, développement des compétences des collaborateurs. Exactement. C'est bien ça ? Oui. Ok. Je suis allée un petit peu vite tout à l'heure et j'y reviens. Donc, merci je vois que tu suis. Ça me va bien. Effectivement, tu disais que il y avait des enjeux, enfin, les pays avaient commencé à s'emparer du sujet. Tu peux nous expliquer ça ? Alors, effectivement, je prends il y a 2 ans, quand ce sujet s'est structuré, on avait une dizaine d'initiatives, et je ne parle pas d'initiatives qui étaient déjà en place. Le sujet de la compétence, il n'est pas récent chez Orange. On va dire que l'importance est devenue grandissante en la matière. Mais on a un certain nombre de pays qui ont voulu cartographier leurs compétences, qui sont partis sur des référentiels en probe, des outils en probe, soit en prenant des partenaires externes, soit en construisant eux-mêmes leurs solutions. Et d'un point de vue, on va dire, direction des ressources humaines groupe, on s'est dit, ce sujet d'ampleur, sur lequel on voit d'énormes bénéfices à être à l'échelle, en termes de parcours, en termes de mobilité, en termes de réponse aussi à des besoins clients. On s'est dit, là, si on laisse partir le coup, certes, ça pourra répondre à X besoins locaux, mais globalement, on n'arrivera jamais à fédérer, mutualiser et avoir une approche commune impactante sur les compétences. Donc, on a décidé avec le business, on va dire, de geler un certain nombre d'initiatives qui se lançaient, avec une garantie, c'était que sous 1 an, on délivrerait suffisamment de services pour répondre à leurs enjeux. Ce qui, d'un point de vue d'un projet groupe, on va dire, est très challenging, parce que partir du besoin et délivrer quelque chose en 1 an à cette échelle-là, a nécessité de faire preuve de pas mal d'adaptation. Mais vraiment, c'était bien parce qu'on avait du coup le business avec nous dès le début qui était en attente. Ce point-là, il est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en filiale et effectivement, comme tes pays, tes régions, on a envie d'aller vite, de trouver les partenaires locaux parce qu'ils correspondent à nos besoins là,
tout de suite. Et quand il y a le groupe qui nous dit hop, là, stand-by, parce qu'on est en train de travailler sur un gros truc, un gros machin qui va pas atterrir tout de suite, mais dans un an, au mieux, avec quelque chose de global, c'est vrai que ça crée quand même des frustrations. Et comment vous avez géré ça ? Là, il y a presque, ça se gère beaucoup avec la posture de l'équipe, on va dire. En termes, je demande à l'équipe d'avoir une posture très orientée client, même si on est en interne, d'aller considérer chaque pays comme à part entière. Donc, c'est un mini-projet. On s'adapte à leur contexte, à la maturité en termes de compétences. Certains pays n'ont jamais engagé leur manager dans l'évaluation de compétences, aussi dans du développement de compétences. Donc, on prend appui sur ce qui existe, leurs priorités, ce qu'ils veulent placer le curseur. Plus sur la mobilité, plus sur le dev de compétences, plus sur le staffing de projet client, pour réellement réussir à s'adapter. Et in fine, le groupe délivre une solution, un référentiel compétences commun. Les messages, ils sont locaux. C'est le pays qui indique quelles sont ses compétences clés, qu'est-ce qu'il attend, quelles sont les finalités qu'il vise. Et nous, on vient structurer tout ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages pour le pays, parce qu'il rejoint un cadre. Si chaque pays devait se lancer ou chaque filiale devait se lancer, ça serait X équipe IT, X équipe de change, X équipe de com. Et là, on apporte quand même un cadre de confiance qui permet à chacun d'être au bon niveau. Puis qui permet aussi, j'imagine, de faciliter les échanges, les mobilités, tout simplement. Enfin, c'est une évidence, mais quand on n'a pas le même cadre de référence, quand on n'a pas les mêmes référentiels, effectivement, ça crée de la friction qu'on a du mal. Alors, ça résout un problème à court terme, mais en fait, on crée de la dette, en fait, tout simplement. Et là, on le voit nativement. On va pouvoir le mesurer de plus en plus, parce qu'on a aussi en tête de bien voir la valeur que l'on crée à travers ce type de démarche compétences, mais nativement, on crée les fondations, un terreau assez fertile pour permettre la mobilité, des programmes de développement de compétences à l'échelle, parce que tout simplement, les salariés partagent la même solution, le même référentiel. Ils ont accès à la même offre de poste, qui est commune pour tout le monde, de tout niveau, et aussi la même offre de formation. Donc, on va dire, on démultiplie les cas d'usage. Alors, concrètement, comment on crée un référentiel de compétences quand on a 120, 130 000 collaborateurs, je ne sais plus, 26 pays. Concrètement, comment on fait quels sont les partis pris que vous avez eus? Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Qui vous embarquez avec vous? Voilà, raconte-nous concrètement comment on fait. Alors, déjà, à l'origine, on a un sujet qui est centré compétences. Et ça, dès le début, en fait, on a dû faire un pari important, qui est de se dire, on rentre par les compétences, pas par l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'on occulte complètement l'emploi. J'y reviendrai peut-être plus tard, parce qu'on a des cas d'usage sur lesquels les emplois sont importants, sur le parcours professionnel, sur le strategic workforce planning, etc. Mais en tout cas, au début, pour délivrer en un an sur une problématique de compétences, on s'est attaqué au référentiel compétences, pas au référentiel emploi du groupe. Ça, c'est assez original comme démarche, parce que généralement, on part de la cartographie des métiers, puis on descend en granularité jusqu'aux compétences. Puis une fois qu'on arrive aux compétences, la cartographie est déjà plus à jour. Là, vous vous êtes dit, on va attaquer par le nerf de la guerre, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'il nous manque quand même des briques, de ce que je comprends. Mais du coup, vous allez à l'essentiel. C'est lié, j'imagine, à votre promesse de délivrer quelque chose rapidement. Alors, c'est lié à cette promesse-là, mais aussi à notre conviction. J'ai parlé du plan stratégique. Si on veut une approche centrée compétences, on veut se focaliser sur les compétences. Okay. Et le business exprime des besoins en termes de compétences. Okay. Donc on devait être au rendez-vous sur ce sujet. Ça nous a amené... Alors, on a fait pas mal d'erreurs, pour être très honnête, sur le référentiel compétences. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que vous fassiez des erreurs. Et de toute façon, c'est pratiquement impossible de mener un projet qu'on appelle de skills-based sans faire des erreurs, sans apprendre de ces erreurs. On va y revenir aux erreurs. Je botte pas en touche, on y revient. Nous, en tout cas, sur le référentiel compétences, au tout début, on a mobilisé nos filières métiers, donc c'est assez classique, pour, on va dire, structurer le référentiel et nourrir celui-ci de compétences clés. Et après coup, on a demandé à notre partenaire qui est 365 Talents de venir muscler cette proposition-là, parce que cette proposition-là, il faut qu'elle puisse être tournée pour plus de 120 000 salariés, dans des secteurs d'activité qui sont divers, pour des métiers aussi divers. Donc, on voulait être sûr que les salariés s'y retrouvent en termes d'offres de compétences. Okay. Donc, on a demandé à 365 de nous faire une analyse de nos 5 référentiels existants. Alors, il y en avait plus, mais en tout cas, c'est les 5 plus structurants, de nos offres,
de notre catalogue de formation, plus un bench externe. Et c'est ce qui nous a permis de remodeler ce qu'ont proposé les filières métiers. Et globalement, on a beaucoup appris, parce que je parle de remodeler, on a bien cassé le modèle. Alors, ce qui veut dire qu'on a deux façons d'aborder le sujet. Soit on part, donc on choisit notre prestataire, donc là en l'occurrence c'est 365 Talents. On choisit le prestataire, il nous fait des propositions en fonction de leur benchmark et de ce qu'ils ont dans leur base, parce qu'ils travaillent aussi avec d'autres clients dans des secteurs d'activité connexes, et puis ils vont aussi aller chercher de la data un petit peu partout. Donc soit on part de ce que eux proposent et on se l'approprie, avec avantages et inconvénients, soit on part de nous, donc de ce qui est existant en termes de data et de référentiels existants, mais il y a aussi une complexité du fait de devoir créer quelque chose une unicité à travers plein de quelque chose, sachant qu'il faut quand même compléter avec de la data externe parce que vos 5 référentiels étaient, j'imagine, pas complètement à jour. Si tu me dis qu'ils sont à jour, je ne te crois pas. Non, il l'étaient pas. Il l'était clairement pas. Et globalement, on va dire dans la méthodologie, tu l'as dit, il y a plusieurs méthodes. En tout cas, on peut en retenir une qui est de prendre un prestataire externe et de lui demander de travailler la data ou de la travailler en chambre. Moi, je pense que c'est la combinaison des deux qui fonctionne bien. Okay. Et tout est une question de timing. À refaire le sujet différemment, je pense que je demanderais une analyse profonde de la data, de toute la data qu'on a pour avoir, on va dire le panel exhaustif des compétences, et ensuite je ferai intervenir nos experts métiers. Okay. Et il y a globalement quelque chose que je n'avais pas en tête au début de ce sujet, c'est que la manière de libeller les compétences est très adhérente de l'usage que l'on veut en faire. Ce n'est pas du tout la même chose de vouloir traiter les compétences quand on veut faire du strategic workforce planning des parcours que quand on veut staffer un poste de niche pour un client. Et ce qui demande des compétences beaucoup plus granulaires, beaucoup plus techniques. Et là, on déforme progressivement notre référentiel, la qualité de celui-ci à travers les usages. Si on doit revoir pour un usage autour de la data et de l'IA, par exemple, notre référentiel, on se repose la question des compétences qui y figurent, leur granularité, et on avance. Ça veut dire que dans notre référentiel, qui est vaste, plus de 2500 compétences dans celui-ci, on ne va jamais considérer que les compétences ont la même importance. Pas 2800 compétences qui sont importantes pour Orange, c'est-à-dire c'est le terrain de jeu. À l'intérieur de celle-ci, il y a des compétences qui sont beaucoup plus critiques que d'autres. Et l'IA dans tout ça, est-ce que c'est intervenu dans le process ou pas du tout ? Alors dans la création du référentiel, oui, et heureusement, parce que sinon c'est impossible de gérer un tel volume de data. Alors moi, dans une expérience passée, j'ai eu à administrer un référentiel compétences au sein d'Orange, mais pour périmètre qui faisait 5000 salariés, et c'était pratiquement un job à temps plein. Et encore, on n'était pas au rendez-vous parce que, on va dire, la qualité de ce référentiel dans un environnement qui est ultra mouvant, dont les compétences se périment très vite, en fait, on n'y était pas. Il fallait multiplier les interviews. On avait connaissance à la RH des compétences après qu'elles soient intéressantes par le business. Donc, l'IA aide réellement à updater et à mettre à jour son référentiel beaucoup plus souvent et à le construire au début. Et ça, c'est presque indispensable si on vise une démarche compétences, multiple usage qui s'adresse à tout le monde. OK. Quand tu parles de multiple usage, donc c'est la finalité de ce référentiel, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le côté collaboratif de ce travail-là. Tu me dis si ça fait sens ou pas. Mais une fois que vous avez créé ce référentiel et qu'il a été uploadé dans l'outil, après, comment on attribue des compétences à des collaborateurs ? Ça, on n'a pas abordé dans la préparation, question bonus. Non, mais c'est une bonne question parce que du coup, je vais te donner du détail sur aussi comment on gère le projet avec autant de parties prenantes, autant de pays, autant de filiales. Parce que la démarche, elle est différente et elle correspond à la maturité des pays qu'on adresse. Il y a des pays pour lesquels on déploie avec une approche métier avec set de compétences. Donc là, en fait, c'est simple. Tu as un métier, tu as un set de compétences qui t'est attribué. En gros, tu es comptable, il y a une liste de 5, 6, 10 compétences et tu dois les avoir. Exactement. Après, tu as un niveau par compétence. Bon. Donc ça, c'est assez classique, mais in fine, c'est pas la modalité que l'on privilégie dans le déploiement, parce qu'on a très peu de périmètres qui sont suffisamment sereins dans leur référentiel emploi-compétences pour déployer de cette manière. Ce que l'on préfère à l'usage, c'est de déployer une approche compétences sur du déclaratif. Donc c'est les salariés qui viennent
piocher dans le référentiel les compétences. Alors, l'IA les aide, il y a des suggestions de compétences. Si les comptables, on va leur pousser des compétences de comptable et un peu des choses connexes. Exactement. Et aussi, on a la prise de parole du périmètre qui indique quelles sont les compétences clés à détenir. Donc, on a une partie com-change qui est en dehors de l'outil. Bien sûr. Et là, les salariés, du coup, viennent déclarer leurs compétences. Ça nous permet aussi d'avoir de la profondeur parce que les salariés viennent pas uniquement déclarer les compétences de leur emploi actuel, mais aussi de leur emploi précédent, ce qui nous permet, parce qu'on a d'énormes enjeux de montée en compétences, mais aussi de reconversion, de venir piocher dans les compétences antérieures et de ne pas être limité juste aux compétences de son poste. Et moi, je le dis souvent en interne, c'est bien que l'entreprise garde la mémoire du parcours de quelqu'un et qu'on n'ait pas l'impression de redécouvrir qui on est chaque fois qu'on fait une mobilité. Donc, 2 approches, soit par métier compétences, mais celle que je préfère, c'est on met en place de l'autodéclaratif, des échanges avec le manager, puis après, on vient structurer des métiers et compétences. Mais on a déjà beaucoup d'input pour le faire. On va viser beaucoup plus juste quand on mettra en place ces métiers. Ok. Je reviens à la question précédente parce qu'on n'a pas complètement répondu. L'IA a aidé à structurer le référentiel. Oui. L'IA aide aussi, une fois qu'on a identifié les compétences qui sont supposées acquises par les collaborateurs ou qu'eux ont déclaré avoir acquis, l'IA vient aider aussi à identifier les gaps entre les attendus versus le réel, identifier les formations, identifier éventuellement s'il y a des postes qui pourraient correspondre. Est-ce que l'IA fait ce genre de choses ? Oui, l'IA fait ce genre de choses. Alors, nous, l'IA, on l'utilise vraiment comme un moyen. C'est pas le cœur du sujet, c'est jamais le cœur du sujet. On va dire que ça nous permet de décliner un certain nombre d'ambitions. Il y avait une ambition qu'on voulait décliner dans le référentiel, c'est de permettre à chaque salarié d'enrichir le référentiel. Donc, les salariés peuvent remonter nativement des compétences inexistantes. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir des compétences de niche ou émergentes assez rapidement. Ça ne veut pas dire que quand ils les ajoutent, elles sont tout de suite dans le référentiel en dur. Ils peuvent le mettre dans leur profil. Ça veut dire que moi, comptable, je reste sur le comptable, je parle une langue... l'azerbaïdjanais, par exemple, que je veux rajouter, c'est pas dans mon scope, où je fais de la photo ou que sais-je, c'est pas dans mon scope lié à mon métier, mais je peux l'ajouter, c'est quelque chose Alors, c'est quelque chose que tu vas pouvoir ajouter à ton profil, ça viendra dans le référentiel que si l'entreprise, on va dire, se dit, ce type de compétences, on veut bien l'avoir dans notre référentiel. J'aurais dû prendre l'italien. Mais par exemple, azerbaïdjanais, on n'est pas opérateur dans ce pays-là, mais un des 26 pays dans lequel on était opérateur, dans lequel on avait des clients, aurait fait sens. Très bien. Et on n'a encore pas exactement à recenser des compétences qui sont extra-professionnelles, sauf si, typiquement, on est très en lien avec les activités de l'entreprise. Je te donne un exemple. On a accompagné, là, par exemple, on a beaucoup de réservistes et de sapeurs-pompiers volontaires chez Orange. Ils peuvent déclarer cette activité-là dans notre solution et on va retrouver des compétences Orange autour de la gestion de crise, de l'empathie, ce genre de choses. Et ils vont pouvoir illustrer qu'ils maîtrisent ces compétences, pas parce qu'ils l'ont dans des activités Orange, mais parce qu'ils l'ont dans des activités extra-professionnelles. Ça, c'est possible et ça donne une lecture des profils, je crois, beaucoup plus enrichissante. Et ça, c'est sur le référentiel. Sur l'IA dans les usages, l'IA vient suggérer des offres. Chez Orange, c'est en permanence 1200 à 1300 offres publiées tous les jours. Donc, au quotidien, les salariés internes voient, on va dire, dans le globe, tout ce qui tourne, 1200 offres. Les objets de formation, c'est plus de 10 000. Il n'y a aucune personne chez Orange qui peut maîtriser autant d'offres, autant de formations. Bien sûr. Et là, on vient s'appuyer sur l'IA pour suggérer. Et la data qui est utilisée, c'est la compétence. Et uniquement celle-ci. C'est intéressant, parce que du coup, l'IA n'est pas une fin, mais est un moyen. Du coup, elle facilite l'action et non pas... Elle prend pas la main, et ça, c'est important de remettre l'IA à sa place. Et je vais te donner un autre exemple que je trouve assez illustrant, parce que je porte la mobilité. Moi, je le vois sur notre portail de mobilité interne groupe. On a beaucoup de collaborateurs qui mettent des filtres et qui, du coup, ont une vision très cloisonnée du marché, parce que plus tu mets de filtres, moins tu te rends compte du terrain de jeu. Dans ce qu'on fait autour de notre démarche compétences, pas de filtre. Uniquement la compétence prévaut. Donc, tout de suite, quand tu as des suggestions, tu peux être surpris par les intitulés d'emploi qui peuvent être proposés, mais ça devient très cohérent quand tu regardes les compétences qui sont associées à cet emploi. Et ça ouvre un tout petit peu l'esprit sur les emplois qu'on peut rejoindre.
Donc, ce qu'on se disait, effectivement, comment on fait un référentiel, on l'a vu tout à l'heure, avec les différentes étapes, avec les différentes possibilités, hein, par quoi on commence, etc. Et votre parti pris, que je trouve assez intéressant, l'aborder par les compétences et non pas par les emplois. Ce qui va nous intéresser, c'est que ce sujet compétences, à quoi il sert? On a parlé de 3 enjeux RH/business. Donc voilà, tu peux nous en parler de ces 3 enjeux? Avec plaisir. Et c'est vrai que c'est très important de préciser dès le début à quoi ça sert, quels sont les cas d'usage qu'on va couvrir, parce que derrière, c'est de l'histoire qu'on raconte, mais c'est aussi le comment notre référentiel va évoluer en lien avec ces enjeux-là. Donc je vais commencer peut-être par le recrutement et la mobilité interne. Je l'ai dit précédemment, on a de grands enjeux au sein d'Orange de réussir à attirer des salariés vers certaines offres, vers certains emplois qu'on va considérer comme prioritaires en tension. Et une démarche compétence vient vraiment apporter beaucoup de richesse, beaucoup de valeur, parce qu'elle permet de considérer Orange et ses salariés comme un vivier gigantesque, et du coup aussi capitaliser en interne avant de recourir à l'externe. Ça peut être pour du recrutement externe, ça peut être aussi pour de la presta externe. Bien sûr. Et avec l'approche proactive, en fait, on est au carrefour de beaucoup de sujets, et ça permet vraiment de créer de la satisfaction pour toutes les parties prenantes. Le recruteur va se sentir outillé dans sa manière de recruter. On a un certain nombre de postes qui sont sans candidature, donc il va pouvoir aussi aller chercher en interne des personnes qui correspondent. La personne qui se fait contacter, on va travailler aussi beaucoup de notions de reconnaissance, parce qu'in fine, même si ça aboutit pas, elle va se sentir valorisée d'avoir été contactée. Ça veut dire que ses compétences, son parcours ont de la valeur au sein de l'entreprise. Et le manager qui exprime le besoin, lui, va se dire, OK, la fonction RH est outillée pour tout à fait mon besoin assez rapidement, parce que c'est vrai que l'approche proactive va permettre d'entrer en contact directement. Alors, on ne le fait pas n'importe comment. Alors, ce que tu disais justement sur ces recrutements, autant la mobilité interne, c'est connu, compris. Moi, salarié, je commence à avoir fait le tour de mon job, où j'en ai marre, où je peux plus me saquer mon boss, parce que ça arrive aussi. Je veux bouger, donc je fais une démarche active. Dans la partie recrutement, c'est un petit peu différent. C'est que je signale que je cherche pas, mais si vous avez quelque chose, je suis à l'écoute. Un peu comme le bandeau Open to Work de LinkedIn. Oui, on peut faire un parallèle. C'est vrai que ça y ressemble. Après, on met en place aussi des guidelines, des principes au sein d'Orange. C'est vrai que cette démarche autour de la proactivité, du fait que le salarié se déclare ouvert aux opportunités, elle est arrivée après avoir posé un certain nombre de règles, de principes sur la mobilité. Donc, je peux citer peut-être quelques exemples. Toute offre publiée en externe est publiée 15 jours avant en interne. Toutes les offres sont visibles de tous les salariés, quels que soient les niveaux. Typiquement, nos postes de talent management, nos postes d'exec leader sont visibles de tout le monde. Nos postes de reconversion aussi. Et ça, à l'échelle du groupe, donc de tous les pays. Et on détermine que l'approche proactive côté recruteur ne cible que des salariés qui sont ouverts à la mobilité. Donc, tu vois, ça, on va dire, l'outil vient supporter une vraie ambition métier, une vraie stratégie en la matière. Et je peux te donner un exemple. On a réussi là à staffer un poste chez Pénuric chez nous de responsable infrastructure réseau. Et c'est vrai que vraiment toutes les parties prenantes étaient contentes de la manière dont ça s'est passé. Une fois que tu sais où sont les compétences, c'est beaucoup plus facile d'aller les identifier et d'aller les approcher. Et quand ce travail de cartographie n'est pas fait, c'est vrai que c'est plus compliqué. On a parlé de recrutement, on a parlé de mobilité. Et pour la partie gestion, développement des compétences et justement formation. Alors, développement de compétences, on est entré sur ce sujet-là en se disant que la volonté d'Orange était de faire du développement de compétences un sujet au fil de l'eau. On voit aussi la volonté de devenir une entreprise apprenante. Et ça passe par exposer ce sujet du développement de compétences très régulièrement dans nos prises de parole, mais aussi dans nos rituels. C'est décloisonner on parle de développement de compétences qu'une fois dans l'année sur un coin de table lors de notre entretien. On en fait un moment important, mais globalement, on retrouvera ces types d'échanges, de dialogue salarié-manager tout au long de l'année. Et on va rendre aussi le salarié plus autonome dans la manière d'accéder à un contenu qui est vaste. Groupe comme Orange a beaucoup d'objets de formation et ça permet aux salariés de venir trouver les actions de formation les plus pertinentes vis-à-vis de ses compétences. Et c'est aussi dans nos prises de parole de ne pas considérer la formation que comme le seul moyen. Tout ce qui est, on va dire, expérience terrain, prise de contact avec d'autres salariés. Voilà, il y a plein de manières de développer ses compétences.
une fois que les collaborateurs, on a identifié les compétences requises pour tenir leur poste versus les compétences qu'elles ont, on a analysé le gap. Ça permet aussi d'aller pousser effectivement les formations pour combler les gaps, mais ça permet aussi d'aller identifier des postes vers lesquels, là on rejoint la mobilité, mais on identifie des postes vers lesquels elle pourra aller. Alors c'est pas que des postes en vertical, ça peut être très transverse, ça peut être aussi en horizontal, et se dire, il y a en gros peut-être 50-60% de matching de compétences. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je le vois dans l'usage historique de nos salariés. Sur notre portail de mobilité interne, beaucoup mettent des filtres et donc du coup ont une vision ultra cloisonnée des offres. Faire sauter ces filtres, ne prendre appui que sur la compétence, c'est aussi ouvrir un petit peu son esprit en se disant là j'ai des intitulés d'emploi dont j'imaginais pas que j'avais autant de compétences qui étaient adhérentes. Et c'est de se dire la marche à franchir elle est peut-être moins grande et derrière vu qu'on l'associe aussi avec des moyens de développer ses compétences, voilà, on rend possible des parcours qui étaient peut-être moins naturels, moins évidents et ça crée beaucoup de valeur. Et pour les salariés, vu qu'on ne résume pas les salariés aux compétences détenues actuellement sur son poste qu'on vient leur permettre aussi de déclarer les compétences sur des expériences antérieures. Je dis souvent en interne qu'on garde la mémoire de son parcours, de ses compétences et que c'est très utile. On a d'énormes enjeux de reconversion, de formation. Donc d'avoir cette vision, cette profondeur-là sur les compétences, c'est quand même très utile. Et pour les salariés, ça permet de se dire j'ai une vie au sein d'Orange et en extérieur d'Orange que je peux valoriser. Peut-être un autre exemple, si tu me le permets, qui permet aussi de montrer la profondeur du sujet, c'est qu'on permet à nos salariés de déclarer des expériences extra-professionnelles et les compétences en lien qui ont de l'adhérence avec les activités d'Orange. On a des salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires, qui sont réservistes, qui vont déclarer des compétences en gestion de crise, qui en termes de compétences comportementales vont faire preuve d'empathie aussi, par exemple. Bien sûr. Et ça, quand on a des enjeux business autour de la proximité client, la réactivité client, c'est des choses qu'on aime retrouver en interne. Ouais, donc on n'est pas... Ok, super clair. J'aime bien ce côté un peu 360. On en revient au projet. Effectivement, c'est vrai que ce sont des projets qui sont complexes, techniques. On a beaucoup parlé du change ou pas, d'ailleurs, je ne sais plus. Hein. On va en parler, alors. J'explique juste pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a eu un gros plan d'âge et que l'on est obligé de réenregistrer la moitié de l'épisode. Donc, on ne sait plus ce qu'on a dit, pas dit. Vous nous en voudrez pas. Et donc, on a parlé effectivement de ce projet. Ce qui m'intéresse, c'est comment on déploie. Maintenant qu'on a compris comment on crée un référentiel de compétences, qui fait quoi, comment on embarque, etc. La question, c'est comment on déploie dans 26 pays avec des historiques différents, avec des sensibilités sur le sujet qui est différent, avec des besoins ou pas d'ailleurs. Voilà, comment on décline ça dans les pays. Et ça, c'est important parce que du coup, c'est un peu l'ADN du projet. C'est comment on fonctionne, comment aussi on crée de la confiance et de l'envie. Et on a pris quelques positions qui sont clés. J'ai envie de dire, le premier écueil, à mon avis, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est en se disant, parce que les instances décisionnelles en phase avec les ambitions du projet, on va venir imposer profondément une démarche sans prendre aucune considération sur le contexte du pays, sur sa maturité vis-à-vis du sujet. C'est pas quand on amène un sujet autour de la compétence qui repositionne, on va dire ce que peut faire le salarié, le rôle du manager. Il faut savoir aussi où on met les pieds. Est-ce que les managers sont habitués à évaluer les compétences, sont habitués à accompagner leurs salariés sur le développement de compétences. Donc on prend toute cette matière-là. Et on va dire, on mène chaque fois qu'on fait un déploiement d'un pays, un mini-projet à part entière. Bien sûr. Donc on a le cadre du groupe, un outil commun, un référentiel commun, des macro-finalités, une déclinaison de stratégie. Mais derrière, typiquement, quand on va parler quelles sont les compétences clés du pays, en fait, c'est le pays qui s'exprime, c'est pas le groupe. Okay. C'est-à-dire, moi, mes enjeux, ils sont ici et pas là. Et on a aussi des prises de parole qui soient portées par le business, pas que par la RH. Bien sûr. Le sponsorship du business, c'est l'essentiel. Et du coup, tous nos lancements, on donne par exemple une guideline qui est claire, c'est un lancement se fait avec une prise de parole du patron, du périmètre, qui dit quels sont les enjeux compétences et pourquoi en fait l'outil ou l'IA embarqué dans l'outil viennent structurer le sujet.
C'est une approche qui est très facilitante de l'adoption et de l'appropriation et évidemment de la compréhension de la finalité. C'est de se dire, on développe quelque chose à échelle groupe pour être dans le long terme, puisque c'est quelque chose que l'on construit, pas pour répondre à un besoin tout de suite, mais à se projeter. Donc, on crée une structure globale groupe qui va être en gros notre socle commun. Néanmoins, ce socle commun, il est adaptatif, dans certaines limites, bien évidemment, pour que chaque pays puisse l'utiliser selon son cadre de référence, ses spécificités, qu'elles soient culturelles, organisationnelles ou autres. C'est bien ça. Hein. Ouais, et si c'est pas fait ainsi, globalement, on va faire un lancement, donc on aura coché un pays qui est déployé. Derrière, on va voir très vite qu'il n'y a pas d'adhésion, pas d'engagement, pas de valeur, parce qu'on se sera fait contourner par une solution locale, par une démarche locale. Bien sûr. Et ça, du coup, c'est important. On l'a tous vu. Voilà. On l'a tous vu, ça. Et pour le moment, chaque fois qu'on déploie, on voit, et moi, je suis des KPI, pas que d'adhésion, mais aussi d'engagement, pour bien vérifier que le sujet prend et qu'on crée les fondations de quelque chose qui va évoluer. Mais globalement, quand on s'implante dans un pays, on a à cœur aussi de continuer le déploiement et d'être là pour accompagner pour la suite. C'est vrai que le jour J, j'ai tendance à dire que tout commence. Même si on a passé beaucoup d'énergie sur du build en amont, on a préparé le change, on a fait la com, ok, mais à partir du jour J, on va voir ce qui prend, ce qui ne prend pas, et c'est là où on va devoir s'adapter. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tout projet, on a l'impression que le go live, c'est la ligne d'arrivée, sauf que ce fichu go live, c'est le début des ennuis. Exactement. En fait. Et en fait, des ennuis ou pas, mais globalement, effectivement, on a tellement tout donné dans l'intellectualisation, dans la projection, dans la préparation, que quand on lance, on a tout donné en fait. Et tu disais un petit peu plus tôt, ou pas qu'il fallait être il fallait garder de l'énergie pour après, parce qu'effectivement tout commence là. Alors une fois qu'on a abordé effectivement le pourquoi du comment, enfin le pourquoi, le comment, la particularité effectivement de ces ramifications régionales ou nationales du moins, ce qui m'intéresse c'est de se dire l'étape d'après c'est quoi? C'est le Strategic Workforce Planning, c'est quoi le... Alors déjà tu l'indiques dans ta question, on a fait un choix qui était d'adresser des usages qui ne sont pas tous les usages. Donc quand bien même on a dans les cartons dès le début du sujet des ambitions, autour notamment du Strategic Workforce Planning, on a décidé de ne pas structurer le projet pour couvrir le Strategic Workforce Planning. Et ce sujet-là est intéressant parce qu'il permet aussi de se projeter en termes de compétences à détenir ou à développer ou à acquérir pour le futur. Mais globalement, avant de passer sur ce type d'ambition, on va devoir déjà améliorer la qualité de notre data compétences, de notre référentiel, déployer à échelle du groupe. Et une fois qu'on sera mature, là, on pourra être très pertinent parce qu'on nourrira le Strategic Workforce Planning avec de la data de qualité. Et de la data compétences. Ce qu'en fait, on ne peut pas faire actuellement à l'échelle du groupe, parce qu'on n'a jamais eu aucun projet qui ont adressé les compétences à cette échelle-là. Et là, c'est pour ça aussi qu'on apprend la matière. Avant le Strategic Workforce Planning, je pense qu'on pourra déjà avoir plus d'ambition, plus rationnel, pragmatique sur les parcours professionnels. On va pouvoir indiquer quelles sont les priorités de l'entreprise sur certains emplois, et pas juste dire c'est le type de libellé d'emploi qu'il va falloir rejoindre. On va pouvoir le redescendre au niveau de la compétence en indiquant voici pour ce type d'emploi les compétences à développer. Quand ça sera le bon moment, il y aura des offres. Si vous préparez votre évolution en lien avec ça, ça devrait fonctionner. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas absolument comment tout se déformera. Mais dans les convictions qu'on a là, on peut déjà exposer les métiers, les compétences. Et la compétence rend le sujet très activable. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est, et je suis très alignée avec ça, c'est que vous faites des choix. Effectivement, quand on se lance dans un projet, on a tendance à vouloir être exhaustif. Et quand on est exhaustif, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, le projet, enfin le référentiel, il n'est pas parfait, il est pas complètement comme il faut, etc. Mais il ne le sera jamais. Et ça, c'est un vrai, c'est un deuil qu'il faut faire, hein, et c'est vrai. Et là, tu disais, nous, on a fait le choix de faire ce travail-là sur le référentiel de compétences, qui va servir à court, moyen, long terme ces 3 enjeux, qui sont des enjeux business, hein, recrutement, formation, mobilité, même si on les aborde par l'angle RH, ce sont des sujets business, ils servent le business, et de se dire, le Strategic Workforce Planning, oui, c'est pas notre sujet tout de suite. Néanmoins, ce travail prépare, c'est l'étape 1, hein, c'est le stade 0, c'est la data. Et c'est vrai que d'un point de vue, moi j'appartiens à la filière RH depuis plus de 13 ans, et c'est vrai que côté RH, on a tendance à vouloir tout de suite la solution parfaite qui couvre tout, alors qu'en réalité, déjà délivrer des bénéfices et les exploiter
Oui. et les exploiter, parce qu'avant de chercher d'autres bénéfices et toujours de l'amélioration, déjà exploitons très bien ce que l'on déploie, et ça fait partie aussi des enseignements. Hyper clair. On arrive à la fin de notre épisode. 2 questions qui sont importantes pour moi. Quelles sont les choses que vous avez bien faites et que vous referiez de la même façon ? Alors, il y en a plusieurs. Alors, on se l'est dit tout au début, il y a aussi des choses qu'on a mal faites. On va y venir, bien sûr. Mais en tout cas, sur les choses que je referais, déjà, on a un projet qui, à cette échelle, est quand même très timé. On va dire opportunité que la DRH Group prenne en main ce sujet, des compétences à l'échelle du groupe il y a 2 ans, sur la base de besoins à recenser, et in fine se retrouver là maintenant 2 ans après avec plus de 80 000 salariés déployés, un déploiement mensuel de nouveaux pays. Donc déjà sur le cadencement, on a dû faire des choix qui permettent ça. Et le fait à un moment donné de structurer un pilote à grandeur nature. Parce 10 000 personnes, voilà le pilote. Donc 10 000 salariés dans le pilote, ça permet d'apporter preuve. Et un pilote de cette échelle est représentatif. À une toute petite échelle, on aurait eu du mal à voir le potentiel de la démarche. Parce qu'on n'aurait pas pu bien comprendre ce que ça veut dire une cartographie à 300 par rapport à 10 000. Ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans des complexités réservées de certains périmètres. Donc on a aussi fait le choix de pas faire un pilote que pour un pays, notamment que pour la France. Ouais. On a fait dans les 10 000, on avait plus de 5 000 hors France, dans X filiales, X pays. Ça nous a permis aussi de se dire, ne nous enfermons pas dans des... C'est un biais que vous auriez pu avoir. On aurait pu, en tout cas, rentrer dans des complexités très légales pays et se dire, mince, on va faire quelque chose de très compliqué, qu'on va avoir du mal à passer à grande échelle. Là, c'était pas du tout l'état d'esprit, et ça permet d'aller challenger des transformations, parce que aussi on transforme quand on met en place ce type de programme, et de le faire à grande échelle avec plein d'acteurs, plein de cultures différentes, a énormément de vertus. Alors c'est pas simple, parce que du coup il faut réconcilier autour d'une même table des périmètres qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble Bien sur sûr. ce sujet-là. Une fois qu'on a dit ça, moi je veux qu'on parle des plantages. Alors qu'est-ce que vous avez raté ou qu'est-ce que vous auriez pu rater ? Voilà. Avant de parler d'un plantage, j'ai parlé d'un pilote, mais je veux aussi insister sur une autre chose qui, je pense, est facteur de réussite, c'est le change. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, tu as raison. Et on a voulu mener un change d'ampleur. Ça veut dire quoi en termes de chiffres ? Ça veut dire 350 démos. Ça veut dire un tour de France pour rencontrer nos salariés, nos managers, nos RH sur le terrain. Des visites de pays, en Slovaquie, en Moldavie par exemple. Un jeu de cartes Un aussi. jeu de cartes, une roue de la fortune, un icebreaker. Voilà. On a essayé de démultiplier le nombre de vecteurs de communication, aussi de rendre ce sujet un peu ludique le plus possible. Parce qu'il n'est pas très sexy à la base. À la base, il n'est pas très sexy. Après, globalement, on a fait des choix qui amènent à le rendre sexy, ça ne m'intéresse pas. Utile, ça m'intéresse beaucoup. Donc, dès le moment où on peut raconter que... On peut être sexy et utile aussi, Mathieu. On peut être sexy et utile. Non, ça Pardon. Va. C'est vrai. J'étais trop fort de dire que sexy, c'était pas intéressant. En tout cas, on peut faire des choses belles et utiles. Absolument, ça va. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Oui. Mais en tout cas, en termes de... Moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que chaque personne qui va rencontrer la démarche que l'on met en œuvre va y retrouver des bénéfices. Les salariés y trouvent leur compte, les managers y retrouvent leur compte, un recruteur, quelqu'un du learning, un talent manager, des stratégies performance planning vont avoir leur propre usage et leurs propres bénéfices. On ne l'a pas suffisamment abordé, je pense, mais c'est un vrai outil collaboratif, en fait. C'est une vraie réflexion collaborative, tant dans la façon dont il a été pensé, dans la façon dont il a été déployé, que dans la façon d'être utilisé. Parce qu'on a parlé du recrutement, de la mobilité, du développement des compétences. Ça peut être des initiatives managériales /RH/business, mais les collaborateurs sont enfin acteurs de leur parcours. Je pense qu'on est un peu passé vite là-dessus. Oui. Ils sont acteurs de leur parcours. Ils voient quelles sont les compétences qu'ils ont versus celles qu'ils devraient avoir, versus comment combler. Ils peuvent aussi se comparer, j'imagine, avec d'autres. Oui. Alors, moi, je dis plutôt, ils peuvent se rencontrer. On a vu ce que vous aviez fait et que vous referiez de la même façon, parce que ça a porté ses fruits. Quelles sont les choses que vous feriez différemment ? Alors, il y a plein de choses qu'on ferait différemment, mais in fine, il faut aussi des fois se satisfaire que quand ça fonctionne, quand on a, par exemple, on n'a pas parlé, mais on a 65% d'adhésion en 5 mois, quand on se bench à l'externe, on se dit qu'on a une démarche qui fait sens et qui fonctionne, en tout cas qui est plein de promesses sur ce qu'on pourra faire.
Après, oui, il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment. Sur le référentiel compétences, mobiliser le temps précieux de nos experts métiers au bon moment. Là, c'était, je pense, trop en amont. J'aurais mobilisé plutôt leur activité dans une relecture de ce qui est proposé plutôt que trop en amont. Parce que là, vous les avez fait travailler sur la création du référentiel. Oui, avant de merger, de fusionner toutes nos datas. Et on avait beaucoup de data en la matière. Et globalement, on n'avait pas vu aussi que, en fonction des usages, les libellés, la catégorisation de nos compétences avaient de l'importance. Donc, en fait, on a posé le sujet d'un référentiel, mais presque désincarné d'usage. Oui. En fait, c'était pas le bon moyen. C'était pas le référentiel, c'est pourquoi ce référentiel. Et ça a de l'importance. Donc, avoir en tête, effectivement, d'intégrer les bonnes personnes au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, et les noms des compétences, c'est pas folklorique, c'est un enjeu. Notamment quand on attend des usages avec l'IA, c'est un libellé qui fait 100 caractères, de la multicompétence au sein d'un même libellé, quand même ça rend bien en termes de communication, ça rend plus difficile et moins qualitatif l'identification d'offres, de formations, de parcours. Donc ça c'est un grand changement. En tout cas, on n'avait jamais repensé notre référentiel compétences avec des usages IA derrière. Pas des finalités. Un grand merci pour ces partages, c'était riche. Merci aussi pour ta patience. Je le réexplique, on a eu un gros plantage à la moitié de l'épisode. Non, on avait terminé l'enregistrement et on s'est rendu compte que l'enregistrement s'est arrêté à la moitié, donc il a fallu recommencer. Donc vraiment, merci pour ta patience. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, c'était le dernier épisode de Besoin de rien, envie d'IA sur la saison 2. Je prépare bien évidemment déjà la saison 3, donc restez avec nous, suivez-moi sur LinkedIn, j'en parlerai pour vous donner plus d'infos. Je vous invite bien évidemment, une fois de plus, à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous invite à découvrir les précédents épisodes. Il y en a 7 dans la saison 2 et 8 dans la saison 1, avec des invités tout aussi passionnants et généreux les uns que les autres. Donc voilà, un grand merci et je vous retrouve très très bientôt.